Coucou les petits gens! Alors je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu spéciale sur la conception de pots et de jardinières qui utilisent toutes les strates afin de densifier vos pots de balcon et pouvoir vous faire des mini-forêts comestibles dans des espaces réduits. Les exemples qui vous seront présentés ci-après auront besoin d'être adaptés à votre exposition, vos fréquences d'arrosage et d'entretien, la période des récoltes que vous souhaitez et la compatibilité des substrats en termes de, il y a de pH et d'humidité, il y a des plantes qui préfèrent les pH acides par exemple. Attention au poids que peut supporter votre balcon, renseignez-vous à l'avance pour éviter les catastrophes. Et si vous voulez aller plus loin, il faudrait aussi regarder la compatibilité des types de mycélium, mais chose que j'ai pas fait pour ces exemples-là. Je fais un petit disclaimer avant de commencer. Moi, je suis pas spécialisée dans les variétés et les plantes en général. Je vous fais d'après mon expérience, donc il peut rester des erreurs. Renseignez-vous avant, prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Il faut savoir que là, c'était simplement des dessins que j'ai faits alors que je suivais une autre formation durant les temps morts, on va dire, de la formation, pour une personne que je venais de rencontrer qui cherchait à habiller sa terrasse avec des pots très denses et sur les principes de ce qu'elle pouvait voir sur les jardins-forêts. Donc j'ai tenté de lui donner des petites astuces et c'est ce que je vais vous présenter. Le premier pot que je souhaiterais vous présenter, c'est un pot pour plutôt du plein soleil avec comme arbre de canopée un figuier, alors unifère au nord de la Loire, hein, donc production vers octobre, qui permettrait de faire une légère ombre par exemple à des ragouminiers, qui seraient au nord-nord-est du figuier, qui offre une très belle floraison en début de printemps avec des baies automnales comestibles. Et puis du côté sud du figuier, il y a la possibilité de mettre un romarin qui est une aromatique assez résistante ou du lavandin au nord de la Loire ou de la lavande au sud de la Loire. Et puis en couvre-sol, alors le traditionnel fraisier que moi j'adore, là plutôt un fraisier des bois qui supporte d'être un petit peu plus au soleil. Mais si vous voyez que c'est trop difficile pour le fraisier, peut-être mettre quelque chose comme un égopode ou un thym rampant ou un thym serpolé par exemple. Le gros avantage de ce pot, c'est qu'il nécessite peu d'arrosage, sauf éventuellement en période de sécheresse. Et s'il reçoit la pluie tout au long de l'année, vous n'aurez pas besoin de l'arroser a priori. Il y a peu d'entretien au niveau de la taille, à part une taille grossière et des récoltes à faire assez régulièrement, si vous en voulez. Et puis aussi, petite astuce, conduire le figuier en arbre plutôt qu'en buisson, histoire de prendre moins de place dans le pot. Donc ça, vous pouvez l'avoir déjà formé en pépinière. De tailler régulièrement le romarin pour l'inciter à ramifier. L'objectif, c'est qu'il arrive à faire de l'ombre quand même pour les fraisiers. Et puis, pensez quand même, si vous êtes en pot, à l'ajout d'amendements, donc tous les 2 ou 3 ans, pour que les fraisiers ils continuent de produire sur du long terme. Pour l'ensemble des pots, vous pouvez mettre sur pause et faire des zooms pour voir les profondeurs que je préconise et puis les tailles de pots que je préconise. Après, pour tous les pots, je vous conseille de faire un mélange terreau, terre végétale pour donner un petit coup de boost au début. Plutôt une terre végétale avec un peu d'argile parce que le terreau c'est assez sec. Et puis parfois d'ajouter soit de la terre de bruyère, soit du sablon en fonction des types de plantes que vous allez mettre dedans. Et surtout, n'oubliez pas, de mon point de vue, qui est très important, les billes d'argile, les quelques centimètres de billes d'argile au fond de votre pot pour éviter l'eau stagnante dans les racines et surtout le trou pour le trop-plein. Donc, il faut recréer en fait une sorte de réserve d'eau pour éviter d'avoir arrosé de manière trop fréquente. Par contre, comme ça vous permet de drainer suffisamment l'eau et que vous ayez pas les racines en permanence dans l'eau. Voilà. Pour le deuxième pot, j'avais envie de faire rêver les gens avec un cerisier nain, donc par exemple la variété Cherry Boop qui commence à fleurir un peu partout et qui est vendue pour être plantée en pot ou dans les tout petits espaces, donc pourquoi pas tenter l'expérience. Au pied, j'y ai mis des frambélis, donc c'est pareil, on commence tout juste à les voir dans les jardineries, c'est des framboisiers sans épines, donc bon, c'est encore une variété protégée, donc on ne peut pas se la reproduire soi-même, mais il faut savoir que moi je l'ai testé au jardin et rien que cette année, on a eu une soixantaine de petites framboises. C'était sa première année, donc je conseille, ça se répand pas partout et surtout les récoltes se font sans se piquer les mains.
Et puis ajouter à ça, j'avais mis de la ciboulaille, qui est une sorte de ciboulette plate, avec plus rustique, qui supporte beaucoup plus d'être peu arrosée et qui, elle, par contre, peut devenir assez envahissante. Donc, il suffit de l'arracher, y a pas de problème. Et qui fera un très bon paillage de tout ça. Et vous avez aussi, j'ai rajouté une production potagère annuelle, par exemple des tomates cerises qui sont assez faciles à faire pousser. Par contre, je vous conseille de le tutorer pour ne pas abîmer les jeunes branches ou les framboisiers si le plant venait à tomber. Voilà, après, c'est assez magique d'avoir des petits fruits et puis des cerises sur le balcon. Moi, j'en ai encore jamais eu, mais pourquoi pas tenter l'expérience. Et puis, l'arrosage pour moi est à surveiller sur ce pot, surtout en période de fructification, si vous voulez pas que ça avorte ou que ça grille. C'est plutôt un pot de mi-ombre, voire un peu ensoleillé, donc 2 tiers soleil, 1 tiers ombre. Et il faut pas, pour moi, faut, faut pas que la terre soit nue, donc au début, avant que la ciboulaille prenne ses aises, je vous conseille quand même de pailler, soit avec des feuilles, du foin ou un mélange paille avec un peu de compost. La prochaine jardinière, je l'ai plutôt conçue de manière longitudinale avec un pattern qu'on pouvait reproduire à moindre coût. Donc c'était avec des petits fruits de type groseillier, groseillia macro, cassis, pour une production de mai à juillet suivant les variétés. Et puis avec une association potagère très simple, la Blette, qui fait une production la première année à l'automne et la deuxième année au printemps et qui est facilement reproductible par semis. Et puis en couvre-sol, des fraisiers. Alors moi j'adore les maras des bois, donc j'avais proposé des maras des bois. Et puis les poireaux perpétuels qui aiment bien les fraisiers, qui peuvent parfois se faire envahir, donc à surveiller, mais qui se reproduisent tout seuls pour un peu qu'ils ne soient pas trop laissés à l'abandon, et donc qui peuvent se reproduire par bulbille en juin. Donc ça vous fait un pot avec très peu d'entretien, même pour les potagères, hein. Le poireau perpétuel s'entretient très peu et les blettes, il n'y a quasiment rien à faire, à part la plantation. La possibilité de reproduire le modèle, donc vous pouvez bouturer les groseilliers et les cassis, multiplier les bulbis de poireaux, multiplier les fraisiers par stolon et récolter la deuxième année les graines de blettes qui produisent des graines à foison et puis les ressemer l'année suivante. Donc ça vous fait un cycle sur 2-3 ans. Et puis, vous pouvez démarier les poireaux en juin. Donc voilà, si vous voulez les mettre en ligne plutôt qu'en touffe. Et la récolte se fait toute l'année pour les poireaux. Et puis, une idée de recette de blettes pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai une très bonne recette avec des lardons, de la crème fraîche et un peu de vin blanc. Et ça vous fait vraiment à la poêle une poêlée délicieuse que vous pouvez mettre avec plein de choses. Donc voilà, je conseille cette petite recette pour les gens qui n'aiment pas les blettes. Prochain pot, je l'ai imaginé parce qu'elle m'a dit avoir un érable du Japon qui n'était pas heureux. Donc déjà, je lui ai rappelé que l'érable du Japon, il a besoin d'une terre légèrement acide. Donc pensez à mettre de la terre de bruyère dans le pot. Il n'aime pas trop les expositions plein soleil. Donc privilégiez-lui une mi-ombre, voire une ombre à 80%, hein. Et il va pas aimer les endroits venteux. Donc préférez les milieux vraiment où l'air ne circule pas trop, donc bien à l'abri. Au pied de cet érable du Japon, du coup, je lui ai proposé de lui mettre de la mélisse ou de la menthe, qui elle aime bien les milieux assez humides et ombragés. Attention, par contre, ça peut devenir envahissant, mais au moins vous avez très peu d'entretien. Et si elle souhaitait mettre des potagères au pied de cet arbre, bah plutôt privilégier les potagères feuilles ou les radis qui nécessitent un arrosage assez régulier et qui aiment bien l'ombre. Donc par exemple, vous avez d'épinards, la mâche, les laitues. Et la petite astuce, c'est que les laitues violettes se font moins manger par les limaces que les laitues vertes, soi-disant, mais ça a été vérifié par plusieurs personnes que je connais. Et en fait, c'est que les limaces, elles chassent à vue. Et donc, les couleurs violettes, elles les voient moins. Donc, elles vont d'abord aller sur du vert, vert clair, puis sur le violet. Ce qui est important avec ce pot, c'est que comme il y a beaucoup de potagères
et notamment les radis, il va falloir arroser assez régulièrement sans pour autant détremper les racines de l'érable du Japon qui ne va pas aimer sinon. Mais avec cet habillage-là, vous rentabilisez vraiment l'ombre d'une terrasse ou d'un balcon. Et puis, ça habille le pot en fait de votre ornemental. Avant-dernier pot, cette fois-ci, c'est se tourner vers des plantes qui ont des odeurs originales pour éveiller les sens. Et donc, j'étais partie sur des plantes qui nécessitent pas beaucoup d'entretien, comme la sauge ananas, l'armoise cola, l'herbe à curry ou encore la menthe chocolat. C'est des plantes qui sont relativement indépendantes et puis que vous pouvez cueillir quasiment toute l'année. Attention, cependant, pour se renseigner sur les usages de l'armoise cola, parce que je crois qu'il y a des contre-indications pour les femmes enceintes, mais rien ne vous empêche de passer la main et simplement sentir cette odeur si particulière qui ressemble à du cola. L'armoise et la menthe aiment l'eau, donc essayez d'associer les plantes qui aiment l'eau, par exemple, que d'un côté en penchant un petit peu le pot. Vous avez aussi, par exemple, si une odeur vous plaît pas, vous pouvez remplacer par autre chose. Par exemple, la plante à huîtres, le thym serpollet, j'en passe, hein, enfin il y en a énormément. Et c'est une jardinière qui est adaptable en fonction de l'exposition et de la fréquence d'arrosage. Il suffit de se renseigner sur chaque plan en amont avant de les planter. Enfin, dernier pot, là je suis partie sur un concept de fleurs comestibles avec très peu d'entretien, une bonne rusticité et qui permettait d'allier l'esthétique et le comestible. Donc j'ai juste proposé trois plantes, hein. Un fuchsia à fruits, alors désolé pour l'orthographe sur le dessin, je ne savais pas comment ça s'écrivait à l'époque. Mais ça peut être aussi de la sauge Red Lips ou Purple Lips, je me souviens plus, qui est aussi très très jolie et dont les fleurs sont magnifiques. Le fuchsia a la particularité de produire également des fruits comestibles, notamment la variété Régal, qui est une variété de fuchsia qui est connue pour ses baies comestibles, un petit peu plus grosse que les autres. Et puis j'ai proposé un feijoa qui est assez rustique, dont les pétales ont un goût de fraise et les fruits sont comestibles si vous avez la chance d'en avoir. La petite astuce, c'est de cueillir les pétales une fois que la plante semble pollinisée ou après quelques jours, histoire de ne pas se couper de la possibilité de la pollinisation, parce que les pétales attirent quand même les insectes. Et enfin, en paillage, alors là j'ai mis des hémérocalles, c'est comme du chien-dent. Et les hémérocalles, plus c'est au soleil, plus ça fleurit. Mais il faut savoir que tout est comestible dans les mérocalles et qu'il y a plein de variétés avec des goûts différents. La fleur, la feuille et les racines sont comestibles. Pour ma part, je mange les fleurs en salade et ça a des goûts différents suivant la variété. Sur ce, eh ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un peu atypique et puis un petit peu statique, mais je pense que pour certains qui osent pas trop se lancer et qui ont un peu peur ou qui ont des petits espaces, ça pourra vous donner des idées. Voilà, bah à bientôt!